D'abord, il y a une présentation un peu générale du calendrier des outils donc, qui est faite par Eric. Ensuite, il y a un focus sur 6 mesures. Donc 6 mesures avec à chaque fois effectivement le texte, ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, ce qui est autorisé. Ce qui permet de donner la latitude de notre marge de manœuvre. Il y aura ensuite des questions-réponses et à ce titre, je vous serai gré de noter les questions parce que nous allons les ramasser pour essayer justement, il y a des questions qui vont être aussi sur le même thème, et pour essayer donc dans un troisième temps de répondre, et en plus évidemment il y aura le micro qui circulera dans la salle. Pascal, de vous présenter la loi dont tout le monde a entendu parler. Donc la difficulté de l'exercice, comme vous l'avez compris, c'est comment présenter quelque chose qui, comme l'a dit Pascal, comporte 95 articles et qui, pour le commun des mortels, est, excusez-moi l'expression, inévitable. Voilà, j'ai pris le parti en discutant avec Pascal, effectivement, de dire on ne va pas pouvoir présenter en 3 heures la globalité des 95 articles. Donc on va partir. Moi, l'objectif que je me donne ce matin, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez déjà pouvoir répondre à la plupart de vos questions, trouver des endroits où est-ce que vous pouvez répondre à la plupart de vos questions. Sachant qu'il y a des réponses à des questions que l'on n'a pas aujourd'hui, parce que, comme l'a expliqué Pascal, il y a tout un tas de décrets qui ne sont pas encore publiés, et il y a tout un tas de sujets qui n'ont pas encore traités, qui le seront par l'intermédiaire d'ordonnances. Voilà. Donc, l'objectif de ce matin, c'est vraiment que vous en ressortiez en vous disant « Ah oui, tiens, ça, je sais que j'en ai entendu parler, je sais que je peux aller regarder là-bas comment ça s'est passé, etc. » Parce qu'on va le voir assez rapidement, il y a notamment... En fait, l'idée, c'est on n'a pas besoin, nous, à la fédération, de réinventer des choses que d'autres ont déjà fait. Il y a tout un tas d'analyses de guides qui ont été faits. Après, selon les sujets, il y en a certains qui vont avoir plus de facilité à consulter le guide de l'AMF, d'autres le guide de notre centre de gestion, etc. Donc voilà, un petit peu l'idée, c'est que vous sachiez que c'est existe. Donc, juste rapidement, pour rappeler un petit peu dans le préambule. Excusez-moi, parce que j'ai un collègue qui s'éteint en même temps. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est une loi, ça je ne sais pas si tout le monde en comprend la mécanique, c'est une loi qui vient essentiellement modifier des articles des lois dites Le Pors, hein, les lois fondatrices de la fonction publique. Donc, notamment la loi 83-634 qui pose dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires, et la loi 84-53 qui se concerne plus particulièrement de la fonction publique territoriale. Donc en fait, c'est une loi, comme on va le voir dans les différents focus, où on vient écrire, c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre. Si vous allez sur la loi 2018-928, là, vous n'avez rien, la plupart, on n'y comprend rien, quoi. C'est va dans tel article, modifier tel machin, bidule, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qui est important, c'est de revenir toujours au texte fondateur, qui est la loi 84-53 ou la loi 83-634. Voilà, parce que là, c'est écrit d'une manière un petit peu plus compréhensible. Et ensuite, l'autre complexité du texte, si vous voulez, c'est que dans un même article, vous allez avoir numéro 1, modifie la loi de la fonction publique d'État, numéro 2, modifie la loi de la fonction publique territoriale, numéro 3, modifie la loi de la fonction publique hospitalière. Donc ce qui rend la lecture du texte encore plus compliquée. Voilà. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, le réflexe qu'il faut avoir, c'est pour ceux qui en ont déjà la pratique, c'est de retourner aux lois de base. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Alors, donc 95 articles. Pour information, pour ceux qui ont suivi tous les épisodes, le texte a été présenté dans les instances consultatives, il y avait environ 35 articles, je crois. Donc entre le moment où le texte a été présenté aux représentants du personnel, aux représentants des instances nationales et le travail législatif, il y a eu quand même 60 articles qui ont été rajoutés. Donc certains, je pense que vous en avez entendu parler, qui ont été rajoutés un petit peu au dernier moment par les sénateurs, en loose day, début juillet, dont on a parlé, du style encadrement du droit de grève, ou suppression du conseil de discipline de recours, des petits trucs qui sont passés un petit peu comme ça. Voilà. Donc ces 95 articles, ils sont répartis en 6 titres. Je vous les donne pour que vous ayez un petit peu une idée, c'est le mode de lecture, si jamais vous avez vraiment envie d'aller voir comment ça se décompose. Donc le premier titre, il s'intitule « Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics ». Donc moi je simplifie, je dis égal refonte des instances paritaires, c'est-à-dire CAP, CT, CHSCT. Donc ça c'est le fameux fait de vider les CAP de leur sens, c'est le fait de supprimer le CHSCT de l'intitulé formation spécialisée en santé et sécurité, et c'est les articles 1 à 14 de cette loi.
Le deuxième titre, c'est transformer et simplifier la gestion des ressources humaines. Donc là, moi, je simplifie, je dis l'élargissement du recours au contrat. Donc ça, c'est les articles 15 à 33. C'est notamment la possibilité de recruter des contractuels sur n'importe quelle catégorie pour des durées qui peuvent aller de 3 à 6 ans. Et c'est aussi le fameux contrat de projet ou de mission sur lequel on va faire un focus un petit peu plus tard. Le titre 3, donc, simplifier le cadre de gestion des agents publics, le fonctionnement des centres de gestion, le CNFPT. Ce sont les articles 34 à 57. Donc là, il y a notamment tout un pavé de mesures déontologiques, donc 90% des agents, pas 95 même, ne seront pas concernés, puisque c'est pour la plupart des mesures qui vont concerner les fonctionnaires qui vont faire les allers-retours avec le privé, le public, etc. Donc bon, j'avoue que je ne suis pas très au fait de ces articles-là, je n'ai pas attaché une grande attention. Ensuite, le titre 4, donc c'est favoriser la mobilité et accompagner la transition professionnelle des agents publics. Donc là, je vais simplifier en intitulant ça, faciliter la délégation des services publics, les réorganisations, la rupture conventionnelle, etc. C'est la fameuse boîte à outils, comme le dit le gouvernement, qui donne les outils, comme on en a dit, pour se débarrasser entre guillemets de fonctionnaires. Voilà. C'est les articles 58 à 79. Bon, pour être totalement objectif, c'est aussi dans ce pavé-là où il y a quand même instauré la fameuse prime de précarité. Donc je vais pas reparler après, donc je fais juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. Il y a une prime de précarité qui sera instaurée à partir du mois de janvier. Je crois pour les personnes qui auront plus d'un an de CDD. C'est un peu l'équivalent de ce qui est dans le privé pour les contrats à durée déterminée. Donc ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé à faire un focus là-dessus. Peut-être qu'à un moment donné, on fera une communication quand ça sera en application, mais il faudra veiller à ce qu'elle soit appliquée. Parce qu'il y a des choses qui sont prévues par la loi, et comme vous le savez souvent, c'est pas forcément toujours appliqué. Surtout si ça engendre de demander des sous à la collectivité. Il y a un titre 5 qui s'intitule « Renforcer l'égalité professionnelle ». Donc ça, ce sont les articles qui visent à mettre en œuvre le protocole de novembre 2018. Ce sont les articles 80 à 93, donc notamment sur l'égalité hommes-femmes, mais aussi sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Et enfin, donc, le dernier titre, c'est les dispositions relatives à l'entrée en vigueur, puisque selon les mesures, certaines sont d'application immédiate, d'autres ont des applications différées. Donc ça, c'est une présentation générale. Encore une fois, je ne vais pas vous rentrer dans le détail des 95 articles maintenant, et on va plutôt passer à un outil. Alors je commence directement par ça, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît. Pour moi, je trouve que c'est particulièrement génial, et que c'est particulièrement bien fait en termes d'ergonomie et accessible à la plupart d'entre nous, je pense. Donc il s'agit d'un outil qui a été développé par le centre de gestion de l'Isère, si je peux me le montrer. Ça s'appelle, c'est une timeline en fait. Je sais pas si tout le... Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu cet outil? Frise chronologique. Frise chronologique, merci. Merci. Donc en fait, ce que je trouve assez génial dans cet outil, alors là, c'est pas très net. Ils ont classé les différentes mesures selon 1, 2, 3, 4, 5 thématiques. Celles qui sont relatives à l'accès à la fonction publique, celles qui sont relatives à la carrière, celles qui sont relatives aux droits et obligations, celles qui sont relatives aux organes et instances de la fonction publique, et celles qui sont relatives à la santé au travail. Une dernière ligne, 6e. Ouais. Donc l'intérêt de cet outil, quand je dis qu'il est assez bien fait, c'est que d'abord, il vous présente, quand vous vous posez la question, la mesure est-elle applicable, ou quand sera-t-elle applicable, si tu peux te promener sur la frise, s'il te plaît. On va essayer de prendre quelque chose comme par exemple la question de la prime de précarité, par exemple. De manière très... Essaye de revenir à gauche. Reviens en janvier 2020, remonte un peu à gauche, tu peux te promener normalement. Voilà. Alors, attends, si on trouve quelque chose. Donc ça, au départ, au début de la frise, vous avez toutes les mesures d'application immédiate. Déplace-toi un petit peu pour qu'on voie au mois de janvier 2020. Voilà, hop, voilà. Tiens, par exemple, la contribution financière du CNFPT à l'apprentissage. Alors on clique sur la disposition, voilà, suite. Donc là, vous voyez, vous avez quelque chose, c'est écrit en français. Je veux dire, c'est pas du texte, où on nous explique en quoi ça mesure. Donc c'est une mesure qui figure à l'article 62 de la loi. Et cet article, il permet d'accroître la contribution financière du CNFPT au développement d'apprentissage. Et donc, il est prévu dans la loi qu'à partir de janvier 2020, donc, le CNFPT financera l'apprentissage à 50% de formation.
Donc là, vous avez déjà l'info. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur en savoir plus. Et là, il vous envoie directement sur l'article de loi en question et vous avez le texte exactement de Légifrance tel que c'est rédigé. Vous voyez? Donc là, en l'occurrence, sur cette mesure par exemple, pour information, c'est une mesure qui va faire l'objet d'un décret qui passe au Conseil supérieur de la fonction publique la semaine prochaine et qui suscite pas mal d'inquiétudes parce que, comme on l'a évoqué, je crois, hier, cette nouvelle obligation qui s'impose au CNFPT, elle se fait à budget constant. Et donc voilà. Tu peux revenir s'il te plaît sur la time la frise. Donc voilà, moi chaque fois aujourd'hui, contrairement à ce qu'a dit Pascal à l'introduction, je ne me considère pas comme un spécialiste de la loi. D'abord, je ne suis pas juriste, mais par contre, ce que je pense, c'est que j'ai développé une certaine connaissance dans la façon d'aller chercher l'information. Et j'avoue que cet outil-là, qui je pense est à la portée de tout le monde, est un outil pour vous mettre à la loi à portée de main. C'est pour ça que je prends le temps d'en parler et que je vous invite vraiment à aller le voir. Donc c'est sur le site du CDG 38. Vous tapez sur Google loi fonction publique CDG 38 et vous allez assez rapidement arriver là-dessus. Et le lien avait été envoyé par Sophie. Le lien a été envoyé, mais je préfère en remettre une couche. C'est vraiment pour moi, pour les personnes qui ne sont pas très férues de Légifrance et compagnie, c'est à mon avis la manière la plus facile d'entrer dans la loi. Voilà. Alors ensuite. Donc, pour information, c'est un peu un catalogue à la Prévert, je suis désolé, mais c'est pour vous montrer un petit peu la quantité de travail qui découle de la loi. C'est-à-dire que certes, la loi a été adaptée au mois d'août, mais comme vous le verrez souvent dans la plupart des articles, chaque fois il est marqué un décret en Conseil d'État ou un décret simple, il viendra préciser les conditions d'application, patati patata. Donc le travail d'examen des décrets, comment ça marche? Donc les décrets d'application, ils sont vus dans les instances. Donc les instances qui sont soit le CSFPT lorsque le texte vise spécifiquement et quasi uniquement la fonction publique territoriale, soit le Conseil commun lorsqu'il s'agit de mesures communes à 2 ou 3 des fonctions publiques. Donc concrètement, en fait, la plupart des textes, et notamment les plus, je dirais, enfin ils sont tous importants, mais ceux qui vont toucher le plus notre travail, exemple les CAP, exemple les CT ou les CHSCT, ça va se passer au niveau du CCFP. Donc on essaye, grâce notamment à Sophie qui coordonne tout ça d'une main de maître, d'être présent au maximum au niveau du CCFP. Donc on a notamment Pierre-Yves Leteuil ou Sylvie, Michel, je ne sais pas, il est où CCFP, Michel? Ouais, Michel qui essaye le plus régulièrement possible de participer aux travaux du CCFP, parce qu'en fait, si vous voulez, comment ça fonctionne? On a à la fois des réunions du CCFP, donc en plénière, où on examine les textes, on porte des amendements, et on a aussi en amont des groupes de travail. Et donc aujourd'hui, on essaie de s'associer au maximum avec l'UNSA Fonction Publique pour pouvoir porter les revendications des territoriaux au niveau donc des textes qui ne seraient pas vus au niveau du CCFP. Donc c'est un travail assez ingrat, il faut le dire, parce qu'on produit beaucoup d'amendements. Pour un résultat, ça je ne vous en cache pas, mais je pense que personne n'en doutait, quasi nul. Alors, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire que pour 20 amendements déposés, peut-être qu'on en a un de temps en temps qui est accepté. Ouais, je ne sais pas si c'est déjà ça, franchement, je ne veux pas être pessimiste, mais bon. Bref, on continue malgré tout à faire ce travail parce que c'est notre philosophie. Et donc, je me fais dessiner, je ne comprends pas. Je suis en retard. Tu devrais passer à... Oui, d'accord. Donc, on voit tout un tas de textes, et donc là, vous en avez une liste déjà de tous ceux qui ont été vus ou qui vont être vus avant le mois de décembre dans les instances, pour que vous ayez une idée. Si vous vous posez la question, en fait, quand est-ce que cette mesure, quand est-ce qu'on va avoir le décret d'application, donc là, déjà, vous avez une première liste. Donc, sachant que lorsqu'un texte est vu dans une instance, que ce soit sur le CFPT ou le CCFP, il faut compter environ 3 mois pour qu'il soit publié. Donc, les premiers textes qu'on a vus, je crois, c'était le mois d'octobre. Il y a beaucoup de textes qui reçoivent des avis négatifs à l'unanimité dès le premier passage, donc ils sont 2 fois. Donc ça prend un certain temps, mais néanmoins le gouvernement a quand même une obligation réglementaire qui est que normalement, mais je crois que des fois il peut y déroger,
il est censé avoir pris tous les décrets d'application dans les 6 mois qui suivent la loi. Donc normalement, il serait censé avoir pris les décrets du 6 février. Bon, moi je ne vois pas comment ça sera possible. Hein. Mais voilà. Donc je ne rentre pas dans le détail des différents textes. Alors, en dehors de ces décrets d'application, vous savez sans doute entendu parler aussi que cette loi, elle a permis au gouvernement de légiférer par ordonnance. Donc, juste rapidement, pour ceux qui n'en connaîtraient pas un petit peu la différence, une ordonnance, en fait, ça a une valeur de loi. Si ce n'est qu'à la différence d'une loi qui est votée au Parlement, une ordonnance, c'est sans vote. C'est-à-dire que le Parlement a donné le droit au gouvernement de légiférer en matière de santé, en matière de protection sociale complémentaire, de négociation collective, de modification du financement du CNFPT, de formation, de recrutement des agents et aussi sur la codification du statut par ordonnance. Ça ne repassera pas au Parlement. Par contre, ces ordonnances, ces projets d'ordonnance, d'abord ils sont discutés au travers du groupe de travail, donc j'ai envie de dire on nous entend, et donc ils seront ensuite, ils feront l'objet de visa des instances. Donc néanmoins, ce sont des textes qui, je pense que chacun en mesure l'importance, notamment quand on va parler de santé. Quand on parle de santé, c'est notamment de réformer tous les dispositifs relatifs aux comités médicaux, commissions de réforme et autres. Donc là, comme vous vous en doutez, attention, danger, compte tenu de la façon dont le gouvernement a tendance à simplifier certaines choses. Donc ne manquerez pas d'être informé sur ces sujets-là. Il y a des premiers groupes de travail qui sont réunis peut-être une fois, mais il n'y a pas encore grand-chose qui en est sorti. Sachant juste pour information dans la méthodologie aussi, que lorsqu'on a des groupes de travail sur ces sujets, la plupart du temps, c'est dans le meilleur des cas, le PowerPoint la veille pour le lendemain. Le PowerPoint de 40 pages la veille pour le lendemain. Alors, je reviens sur des guides et outils. Donc, je vous ai dit que chacun pourrait trouver des guides et outils qui paraîtraient le plus adéquats. Donc, il y a plusieurs documents qui sont assez bien faits et qui peuvent permettre, comme je vous l'ai dit, de rentrer dans la loi. Je vais vous en présenter 3. Donc, le premier, c'est le guide de la DGAFP, qui est donc un document gouvernemental qui vous présente les choses d'une manière assez factuelle, on va dire. Est-ce que le lien fonctionne? Charles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est donc un document qu'a édité la DGAFP qui reprend la présentation des 95 articles. Vous voyez. Et il y a notamment pour ceux qui sont intéressés, si tu vas juste à la fin du document, à partir de la page 40, voilà, ça reprend la présentation article par article de la loi. Et si tu vas à la page 40, donc oui, ce qui est intéressant dans ce guide, c'est qu'il est censé décrypter en bon français l'objectif de chaque article. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de mieux comprendre. Voilà. Et là, donc, à partir de ce niveau-là, vous avez un récapitulatif article par article. Donc vous voyez, il y a la date d'application des mesures, il y a l'application directe. Est-ce que ça nécessite un décret d'application ou est-ce que ça nécessite une ordonnance? Voilà. Donc là, quand vous me posez une question vraiment détaillée, je dirais que ça, c'est la source la plus sûre, on va dire. C'est la demande de la DGAFP. Donc ça, c'est un premier guide. Ensuite, peut-être que certains l'ont déjà aussi vu, c'est l'analyse commune qui a été faite par l'AMF, la Fédération nationale des centres de gestion, et par le CNFPT de la loi. C'est notre document. Voilà. Bon, alors ça, c'est une autre façon, c'est une autre expression. Pareil, c'est une présentation, c'est pas mal fait. Je peux descendre pour présenter un article. Voilà, voilà. Alors là aussi, en fait, dans la règle générale, il y a l'article, ce que ça veut dire et les conséquences. Donc ça aussi, c'est un document, je dirais, qui peut vous faciliter la lecture de la loi pour ceux qui le souhaitent. On ne va pas forcément vous montrer, il y a aussi l'échéancier, donc ça fait un peu doublon avec le guide DGAFP, c'est un autre outil. Et après, donc, il y a des collègues qui ont fait des outils qu'a diffusé Sophie. Donc il y a le panorama qu'a fait le collègue de l'UNSA de Sèvres. Il fait aussi un document sur ce format Excel, Sophie, c'est ça. Et il y a aussi tous les documents qu'a pu envoyer Sophie qui vous permettent, pareil, de Et ceux qui ont accès aux informations administratives et juridiques, nous on y a accès par notre centre de gestion. Il y a un numéro spécial qui est sorti justement de septembre 2019 avec aussi des informations supplémentaires. Voilà.
Donc l'idée c'est que, enfin, moi, à mon sens, il n'y aura pas de guide de la fédération sur la loi, je ne vois pas la nécessité compte tenu de la multiplicité des supports qui peuvent exister en la matière. Voilà. Alors, on va passer à ce que peut-être vous avez trouvé, j'espère, le plus intéressant. Maintenant que vous avez une vue un peu globale de comment la loi est composée, j'ai proposé donc de faire un focus sur des différentes mesures qui me paraissent particulièrement importantes. Alors, je ne dirais pas que c'est les plus importantes, ne prenez pas comme ça aujourd'hui, hein, mais c'est des mesures qui sont un petit peu exactement emblématiques et sur lesquelles vous aurez, dans le cadre de votre travail syndical, peut-être à intervenir. Donc, la première des mesures, alors il y en a 6, donc je les liste et puis on va rentrer dans le détail chacune. Donc, le fameux contrat de projet ou d'opération, la libéralisation du recours à temps non complet, donc on va y passer un petit peu de temps parce que je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas encore forcément mesuré à porter et pour lequel il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. La question de la révision des sanctions disciplinaires, la suppression du conseil disciplinaire de recours pour information, on en parle un petit peu. L'encadrement du droit de grève, sur lequel je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fantasmes qui se développent, donc c'est important, je pense qu'on a un peu de temps pour en discuter. La question de la suppression des dérogations à la durée hebdomadaire des 35 heures. Et un dernier point qui peut quand même être utile, parce que vous allez peut-être être amené à accompagner des collègues dans ces démarches-là, l'expérimentation de la rupture conventionnelle. Donc la question du contrat de projet ou de mission. Alors, la présentation se fait de la manière suivante. Je ne vais pas vous lire la diapo. Hein. L'idée c'est quoi? C'est que, en fait, c'est un article donc, de la loi 2019 qui vient modifier les articles 3 et 3.4 de la loi 84-53. Donc qu'est-ce qu'il vient faire? Là, ce que je vous ai mis à l'écran, en fait, c'est les articles 3 et 3.4 tels que maintenant, ils sont dans la loi 84-53. Et donc, qu'est-ce qui a été rajouté? C'est la possibilité de dorénavant pour une collectivité de recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Voilà, donc c'est quand même une description assez précise dans la loi, il dit exactement en quoi consiste ce contrat. Donc c'est quoi? C'est le dispositif qui est rendu possible de par la loi pour recruter un agent de la fonction publique. Donc je crois que tout le monde a entendu parler de cette disposition. Donc, en fait, comme on vous l'a dit dans la présentation, qu'est-ce que ça sous-entend cet article de loi? D'abord, il ne faut pas perdre de vue le fondement juridique d'un recrutement. Pour pouvoir recruter quelqu'un dans une collectivité, il faut avoir défini un besoin, et ce besoin, c'est l'organe délibérant qui le concrétise, et donc le recrutement sur un poste de chargé de projet de mission doit être au préalable précédé d'une délibération qui devra créer l'emploi non permanent, en l'occurrence, et qui définira normalement les contours de la mission. Donc ça, je dirais qu'à un moment donné, si vous contestez la légalité d'un recrutement d'un contrat de projet d'opération, il faudra revenir à la base, qui sera la délibération qui aura créé le poste. Il ne faut pas perdre de vue ce principe. À partir du moment où ce poste aura fait l'objet d'une création, et comme ce travail pour voir, il devra remplir les obligations communes à tous les postes, qui est celle de la déclaration de vacance d'emploi. Pour les connaissances, voilà. Donc ça, c'est le cadre, je dirais, minimal qui est requis. Ensuite, en termes de durée, donc ce qui est prévu par la loi, c'est une durée minimum d'1 an et maximum de 6. C'est tout ce que dit la loi. On passe maintenant à ce qui est autorisé. Donc ça, c'est un point que je pense qu'il faut que tout le monde intègre, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà, mais que tout le monde l'intègre. En matière juridique, en fait, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc si la loi, à un moment donné, ne dit pas on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, etc., ben, ça veut dire qu'on a le droit de le faire. A contrario, ce qui est obligatoire, c'est ce qui est écrit dans la loi comme étant obligatoire. Donc la liste de ce qui est autorisé, elle n'est pas exhaustive, puisque tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. J'ai essayé de lister des choses qui me paraissent importantes à identifier, parce que ce sont des points de vigilance, mais je ne peux pas être exhaustif, puisque ce n'est pas interdit. Donc d'abord, ce qui est autorisé, puisque la loi ne l'interdit pas, c'est de recruter un contrat de projet ou de mission sur n'importe quelle catégorie. Donc ça, je laisse tout un chacun réfléchir à toutes les missions, y compris de catégorie C, qui pourraient être accomplies par un contrat de projet de mission. Voilà.
Ce qui est aussi autorisé, puisque la loi ne l'interdit pas encore une fois, c'est d'enchaîner plusieurs contrats de mission. On parle à aucun moment on est limité à une contrat de mission par carrière, par enchaînement. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être embauché après les élections de mars 2020 sur un contrat de mission pour 6 ans, et puis en 2026, on lui refera un contrat de mission sur une mission. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est pour ça que je vous dis, vous l'avez sans doute la plupart d'entre vous identifié, mais ce fameux contrat de mission, c'est la porte ouverte à ne plus recruter de fonctionnaires. Tout simplement. Ce qui est aussi possible, c'est de remplacer un agent sur un contrat de mission s'il démissionne, voir s'il est licencié, puisque comme tout contrat, on peut quand même être licencié. Ce qui est possible, mais ce qui n'est pas obligatoire, c'est de verser une indemnité en cas de rupture anticipée. Donc, la loi donne la possibilité de la prévoir, mais la loi n'oblige pas à la verser. Et ce qui est possible, là aussi, mais qui n'est pas obligatoire, c'est de recruter selon la procédure de recrutement qui aura été prévue sur les emplois permanents. On ne va pas vous parler ce matin du décret qui définit, parce que je ne sais pas si... Je fais une parenthèse, parce que je vois qu'on va tenir le créneau, ne vous inquiétez pas. Donc il y a un décret qui a été examiné en conseil commun, mais même qui maintenant est passé, c'est fini, sur une procédure de recrutement pour les agents contractuels. Donc ça, si vous voulez, c'est le Conseil d'État qui a dit, attention, la règle reste le recrutement du fonctionnaire. Donc, certes, vous voulez élargir les possibilités de recours contractuel, mais de façon à respecter l'égalité d'accès des gens aux emplois, il faut mettre en œuvre une procédure de contractuel. Alors, ce n'est pas un concours, c'est une procédure avec des entretiens, des choses, etc. Donc, cette procédure, elle fait l'objet d'un décret qui a été vu en conseil commun, qui va être prochainement publié. Donc, ce que je vous écris là, en fait, c'est que vous, dans votre travail, dans vos organisations, dans vos syndicats, notamment là où vous êtes en capacité de discuter, de négocier, je vous invite à inciter la collectivité à s'imposer la procédure de recrutement prévue pour le recrutement sur les emplois permanents pour les chargés de mission d'opération. C'est-à-dire avoir un minimum de cadre, que ça ne se fasse pas au bon vouloir des uns et des autres. Donc ça, eh oui, mais bien. C'est un outil, on est là pour vous donner des trucs. Le décret existera sur le recrutement des emplois permanents. À vous de convaincre votre collectivité qu'elle a tout intérêt à être transparente sur les recrutements de ses chargés de projet ou d'opération et d'appliquer la même procédure. Je ne vous dis pas que... Non, après on essaye d'aller jusqu'au bout. Mais par contre, ça serait bien de noter la remarque qu'on a puisse la porter à connaissance de tout le monde. Voilà, donc... Encore une fois, ce n'est pas exhaustif dans ce qui est autorisé, mais j'ai essayé de vous trouver quelques idées de choses, de points de vigilance. Donc ça, c'est le fameux contrat de mission. Ce qui est interdit, ça serait de nommer un contrat de mission sur un poste permanent. Donc ça, vous allez me dire, oui, mais comment on le vérifie? On le vérifie, par exemple, il ne faudrait pas qu'une collectivité ferme un emploi permanent, ouvre un poste de mission, projet et opération. Ça va être la jurisprudence qui va nous aider à le cadrer. N'empêche que moi, je vous invite à être très vigilant là-dessus. Et quand vous avez des soupçons de détournement du dispositif, à envisager via les références juridiques, à voir de quelle manière on peut essayer de contester les choses. Parce qu'en fait, la contestation elle va porter déjà sur la délibération qui créera le poste de chargé de mission d'opération. Alors, s'ils sont pas cons, ils ne le ferment pas. Ils vont d'abord, mais bon. Toujours est-il que ça, c'est un point de vigilance sur lequel je vous invite à être attentif. C'est chaque fois que vous avez des créations de postes de contrat de mission d'opération, vous vous assurez que c'est quelque chose qui va se faire au détriment d'un poste d'emploi permanent. Et à vérifier s'il n'y a pas moyen de... Voilà. Il y a un autre point aussi auquel on peut penser, et qui, je pense, est sur ma lecture interdit, c'est de recruter un nouvel agent sur une mission ou une opération. Si on aurait, par exemple, dit à un agent, je suis désolé parce que ça, je l'ai pas remarqué, mais ça comporte... Ah oui, la particularité du contrat de mission d'opération, j'ai oublié de le rappeler, c'est dans le texte, hein, c'est qu'en fait, en dehors de la durée maximale, le contrat s'arrête quand l'opération est terminée. Ou si elle ne peut pas se réaliser, avec un délai de prévenance. Donc ça, c'est prévu dans le texte, hein, c'est-à-dire c'est un contrat, c'est la durée max qui est de 6 ans, quoi. Mais ça peut se terminer avant. Donc,
Ce qui pourrait être considéré comme abusif, c'est que si on met faire un contrat à un collaborateur au motif que le projet ne peut pas se réaliser ou que le projet donc, est terminé, ben, de recruter une nouvelle personne sur ce poste. Ça serait étonnant. Et ensuite, ça aussi c'est super sympa, c'est donc, ce qui est interdit, c'est de comptabiliser la durée des contrats de projet pour remplir les conditions pour avoir un CDI. Donc quand vous êtes en CDD sur des emplois permanents, si vous atteignez les 6 ans, ben, vous avez le droit de pouvoir prétendre au CDI. Mais si la nature de votre contrat est un contrat de projet de mission, vous pouvez enchaîner le contrat de 6 ans sans limite.